Après Christophe Colomb, Pedro Cabral, engagé par le roi du Portugal, ouvre une nouvelle voie maritime vers l'ouest. La recherche de l'or reste une idée fixe pour les Portugais. Mais ils savent désormais que s'ils échouent, la canne à sucre pourra remplacer ce métal précieux. Le 23 avril 1500, son navire accoste un territoire inconnu. Pedro Cabral vient d'atteindre le Brésil. Sur les côtes américaines, les gisements d'or sont introuvables. Pour être rentables, ces terres immenses devront être cultivées. Au commerce d'esclaves entre l'Europe et l'Afrique, va bientôt s'ajouter une nouvelle route de traite vers le Brésil. 1516. Au départ de Sao Tomé, des contingents de captifs commencent à embarquer vers le Brésil et les Caraïbes. Entre le Royaume Congo, Sao Tomé, le Brésil et le Portugal, se dessinent les premières routes de traite transatlantique. À Lisbonne, les aristocraties noires et blanches vivent sur un pied d'égalité. Elles partagent la même langue, les mêmes intérêts. Toutes s'enrichissent grâce au commerce d'esclaves et du sucre. C'est surtout alors une économie qui se joue entre les élites politiques et marchandes, que ce soit des sociétés européennes ou des sociétés africaines. Et donc les souverains se mettent à collaborer avec les Portugais et certains se convertissent au christianisme et prennent des noms portugais, envoient leurs enfants au Portugal pour être latinisés et faire des études à Coimbra dans l'université portugaise. Donc on a clairement des élites qui deviennent des élites prédatrices. Sur les côtes africaines, le Portugal dévore des richesses qui semblent intarissables. Dans le quartier de Belém, la construction du monastère des Hiéronymites est financée par l'argent de la traite, du sucre et des épices. Le faste de son architecture rappelle l'époque où Lisbonne dominait le monde et inondait de ses marchandises les autres capitales européennes. La traite négrière, et là il faut parler de traite négrière, parce que ça ne concerne que les Noirs, il n'y a plus que des esclaves africains dans cette économie, est la principale source de revenus pour la couronne portugaise et pour une partie alors des élites portugaises. On a un État qui se construit sur les revenus de l'outre-mer. Donc on passe clairement à une autre phase. Les marchands vont chercher ces esclaves dans les régions frontalières au royaume. Partout, les razzias se multiplient. Luanda devient l'un des carrefours de la traite transatlantique. Au Congo, le rapport d'égalité entre Africains et Portugais bascule. Luanda est ainsi devenu, à partir des années 1590, le port le plus important d'embarquement des Africains pour les Amériques. 23% à peu près de tous les Africains sont partis de Luanda. Ils allaient en grande majorité au Brésil. C'était de loin la plus grande destination d'Africains pour les Amériques. Près de la moitié des Africains se sont retrouvés au Brésil. Luanda a vraiment été un avant-poste du Brésil. On détermine qu'un marchand devra introduire par an 20 000 esclaves. Donc on signe des contrats sur des têtes d'esclaves. Ça a mis du temps, mais on est passé à autre chose que du troc. On est clairement maintenant dans quelque chose de très spéculatif. Où les chiffres alors, sont des chiffres qui se comptent en milliers, et on n'est plus là en train de compter esclave par esclave. Donc on compte par lot d'esclaves, et y compris la terminologie change. On parle de pièces d'Inde. Donc le terme pièce, pour définir un esclave, ça définit un esclave d'une certaine stature, d'un certain âge, puisqu'on calcule aussi en termes maintenant de rentabilité. À Sao Tomé, joyau de l'Empire, l'édifice sucrier se fissure. L'île est un territoire impossible à contrôler. Au cœur de la forêt, des groupes d'esclaves fugitifs établissent des mocambos, ces lieux de refuge où ils s'organisent en communautés armées. Les Portugais manquent d'hommes en armes sur place pour défendre leurs intérêts. Alors pour y remédier, ils vont les fabriquer. Croiser des hommes blancs avec des femmes noires. À Sao Tomé, les mulâtres portugais forment un groupe à part qu'on baptise les Fils de la Terre. En défendant les intérêts de la couronne, ces Fils de la Terre deviennent des acteurs de premier plan du système négrier. On oublie très souvent, on oublie voire totalement, que derrière le métissage, c'est de la violence.
C'est que très souvent, ces enfants métis sont issus de viols, sont issus de rapports de domination entre maîtres et esclaves. Dans une lettre adressée au roi, l'administrateur de Sao Tomé, Bernardo Segura, explique comment il compte se servir de ces enfants mulâtres, bâtards de l'Empire. Il y a beaucoup de colons qui ont des enfants avec leurs esclaves. Et si votre Altesse accordait la liberté à quelques-uns d'entre eux, on les laisserait vivre en citoyens libres. Puisqu'il n'y a pas d'autres enfants libres, eux resteraient libres pour le service de Dieu et de votre Altesse. En 1595, Sao Tomé s'embrase. Amador, un captif né sur place, prend la tête d'un soulèvement d'esclaves. Les fils de la terre ne parviennent pas à contenir la révolte. L'expérience santoméenne vient de montrer ses limites. Qu'importe, l'alliance entre les esclaves africains et la canne à sucre a été consacrée. Les Portugais savent qu'ils peuvent désormais exporter leur invention partout. Un à un, ils vont démonter les moulins, les fours, les usines à sucre et les reconstruire au Brésil. En montrant que ce modèle est exportable aux Amériques, ils donnent l'idée à toute l'Europe d'en faire autant. 1620. Un siècle après l'introduction des premières plantations au Brésil, l'Atlantique devient le champ de bataille de la guerre du sucre. La Hollande, l'Angleterre et la France veulent briser l'hégémonie de l'Espagne et du Portugal sur le Nouveau Monde. Elles colonisent les Caraïbes, ces confettis d'îles propices à la culture du sucre. Les Hollandais s'emparent de Curaçao, Saint-Eustache et Saint-Martin. Les Français de Saint-Domingue, la Guadeloupe, la Martinique et la Grenade. Les Anglais, eux, s'imposent aux Bahamas, en Jamaïque, à Antigua, la Barbade et la Dominique. Seuls Cuba et Porto Rico restent sous bannière espagnole. Après l'extermination des Indiens Arawak, ces terres fertiles voient fleurir les premières cannes à sucre. 74% des esclaves déportés l'ont été à cause du sucre. Pour bien comprendre le commerce des esclaves, il suffit de connaître l'histoire du sucre. Plus addictif que le poivre ou la cannelle, le sucre se répand comme une traînée de poudre en Europe. À partir du XVIIe siècle, l'aliment rare et coûteux fait tourner les têtes. Dans les salons de Londres, Amsterdam ou Paris, la fièvre du sucre est telle qu'une nouvelle génération d'aventuriers est prête à tout pour avoir sa part du gâteau. Qu'ils soient armateurs, marchands ou flibustiers, ils se rendent à l'évidence. Pour produire du sucre, il faut beaucoup d'esclaves. Et la Guadeloupe offre aux touristes la douceur de vivre, le soleil, la nature, et réveille au fond de leur mémoire le mythe d'un paradis perdu. Les vacanciers se cantonnent aux plages du Gosier, de Sainte-Anne ou de Saint-François. Il leur suffirait de pas grand-chose pour qu'ils touchent la frontière qui délimite les deux réalités de l'île. À quelques mètres des baigneurs, des squelettes ont été exhumés. Sous le sable, entre 500 et 1000 sépultures sont encore ensevelies. La plage de Raisin Clair est l'un des 15 cimetières d'esclaves qui ont été fouillés parmi le millier que comptent les Caraïbes. « 89 squelettes ont été mis au jour par les archéologues de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. À voir l'état de leurs os, les archéologues en ont conclu que ces hommes et ces femmes n'avaient pas dépassé l'âge de 30 ans. À leur mort, ils ressemblaient à des vieillards de 75 ans tant leur corps avait été déformé par le travail de la canne. Il y avait des femmes dans toutes les équipes qui, la moitié du temps, exécutaient le travail le plus dur et le plus sale comme les hommes, voire même avant les hommes. Ce que l'on constate alors, quand de jeunes femmes exécutent un travail aussi harassant, c'est que le taux de natalité est très bas et que le taux de mortalité infantile est incroyablement élevé. Il est donc impossible pour la plantation de se reproduire dans de telles conditions.
Donc une société très très particulière parce que le taux moyen de vie sur une plantation est extrêmement faible. Il tourne autour de entre 8 et 10 ans. La logique du système esclavagiste, c'est la logique d'une disponibilité absolue de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre doit être disponible. Et pour que la main-d'œuvre soit disponible, l'homme est conçu comme un accessoire, en quelque sorte, de la terre.